Bonjour, bienvenue sur cette vidéo qui traite de mon super poster sur la création d'entreprise. Je vous mets ce poster dans la description de la vidéo si vous voulez le télécharger. C'est un poster que j'ai réalisé qui reprend toutes les étapes de la création d'entreprise en s'appuyant sur différents ouvrages tels que le Personnel MBA, des cours d'économie et un certain nombre de tutos sur la création d'entreprise, notamment ceux qui sont fournis par les CCI de différentes entreprises. Donc, ce que je vous propose pour commencer, enfin nous allons parcourir le poster, ce que je vous propose pour commencer, c'est de partir de vous et de vos objectifs, puisque c'est le début. Donc, c'est le bonhomme. Vous devez vous interroger sur vos envies, vos passions et vos intérêts, ainsi que vos rêves d'enfant. C'est très important parce qu'en fait, si vous essayez de monter une entreprise, dans un domaine qui ne vous intéresse pas, que vous n'avez pas envie de réaliser, vous allez rapidement vous décourager parce que c'est difficile et ça va demander beaucoup de travail et d'abnégation. Donc ce sera beaucoup plus facile d'arriver au bout du chemin et de commencer à gagner de l'argent et être autonome avec ça que si vous vous attaquez à quelque chose qui ne vous intéresse pas à la base et donc du coup qui va ruiner votre volonté, votre motivation à chaque étape. Vous devez prendre quelque chose qui respecte vos valeurs personnelles. Pour les mêmes raisons, en fait, si vous faites quelque chose où vous allez vous cracher dessus devant votre miroir tous les jours, vous n'allez pas tenir longtemps non plus. Vous devez vous poser des questions sur ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas au niveau personnel. Si par exemple vous voulez avoir du temps pour vous occuper de vos enfants, mais que vous choisissez un business dans le cadre duquel vous n'aurez pas de temps libre, vous serez toujours en déplacement, et bien vous allez devoir abandonner votre projet euh, pour respecter vos contraintes au niveau personnel. Donc dès le début, il faut bien se poser la question sur ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas au niveau personnel afin de faire le tri dans le choix de votre décision d'entreprise, de montage d'entreprise. C'est la même chose au niveau professionnel. Si votre but par exemple c'est de devenir indépendant et de ne pas avoir à obéir à un patron ou courir après l'argent, peut-être que devenir sous-traitant d'un grand groupe n'est pas le meilleur choix parce que à ce moment-là, la personne qui était votre patron et qui vous enlevait cette indépendance sera votre client qui aura en plus le droit de vie ou de mort sur vous. Donc vous devez bien réfléchir à ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas au niveau professionnel. Et avant de décider un business, bien prendre en considération vers quoi vous allez. Parce que sinon vous allez travailler pour rien et vous allez le réaliser à la fin. Vous devez faire le bilan de vos compétences actuelles. Donc pour savoir en fait qu'est-ce que vous savez faire et qu'est-ce que vous ne savez pas faire. Si par exemple vous y connaissez rien en informatique et que vous voulez monter une société en informatique, eh ben, vous n'allez pas pouvoir y aller comme ça. Vous allez d'abord devoir vous former en informatique. Si vous n'avez pas envie de vous former, du coup peut-être vaut-il mieux choisir un business qui est en rapport avec des choses que vous connaissez déjà. Ou éventuellement, on ne connaît jamais tout, donc éventuellement vous connaissez déjà pas mal de choses et après il ne sera pas trop tard pour dresser la liste des compétences qui vous manquent et que vous devez acquérir avant de vous lancer dans votre nouveau business. Et enfin, vous pouvez définir vos objectifs et vos ambitions. Donc définir vos objectifs et vos ambitions. Si par exemple votre but c'est de devenir milliardaire, peut-être que ouvrir une pizzeria n'est pas le meilleur moyen pour vous d'arriver à vos fins. Peut-être qu'il faut aller vers des business qui rapportent plus d'argent et qui sont plus dangereux. A l'inverse, si ce que vous recherchez c'est la sécurité financière, il vaut mieux aller sur un business qui va marcher bien, quitte à avoir quelque chose qui rapporte moins d'argent, et éviter par exemple de devenir chercheur d'or ou de diamants. Donc ça, c'est la définition de vos objectifs. Ensuite, vous devez confronter vos objectifs à la réalité stratégique de votre environnement. Il ne suffit pas de vouloir quelque chose pour pouvoir le lancer. Il faut aussi prendre en considération ce qu'il y a autour de vous parce qu'il y a certaines choses que vous voulez qui ne vont pas marcher et d'autres que vous voulez qui ont plus de chances de fonctionner. Donc c'est à ça que sert cette colonne ici. Voici donc l'idée. Donc, ce que vous devez savoir, c'est que vous avez différentes dimensions à observer en temps réel et ces dimensions, ces grandeurs, on va dire plutôt socio-économiques, elles varient au cours du temps et elles ont un potentiel qui peut impacter votre choix de business. Et donc dans ces grandeurs socio-économiques, moi j'ai noté la politique, l'économie, la sociologie, la technologie, l'écologie et le légal. Donc vous devez avoir conscience de ces différentes grandeurs et de la façon dont ils évoluent dans le temps pour évaluer a priori la faisabilité de votre projet.
Politique, je ne sais pas si vous voulez ouvrir un casino et que le gouvernement est de plus en plus communiste et déteste les jeux d'argent, ce n'est peut-être pas une bonne idée. Ou si tout le monde devient vegan et que vous voulez créer un business de charcuterie, c'est pareil, ça risque de ne pas marcher. Économique, économique, pareil, si vous êtes en pleine récession économique, que tout crache, que les gens n'ont plus d'argent, eh ben, il faut mieux se rabattre sur des denrées à vendre qui sont des denrées indispensables. C'est pas le meilleur moment pour se lancer, alors j'allais dire dans le luxe, mais dans notre cas c'est spécial, de se lancer dans du consumérisme, dans des choses secondaires dans lesquelles les gens n'iront plus dépenser leur argent de toute façon parce qu'ils en auront plus. Sociologique, là on est assez proche du politique, mais c'est différent. Politique, on va plutôt être dans l'analyse des gens puissants et de ce qu'ils veulent. Sociologique, plutôt des mœurs. Donc les mœurs, là c'est plus ce que je disais par rapport au côté vegan, etc. Politique, ça sera plus par rapport à côté communiste, etc. Plein d'autres exemples sont possibles, hein, il n'y a pas que ça. C'est pour vous donner une idée qu'il faut bien être attentif à ces aspects. Technologique, c'est pareil. Si par exemple vous voulez vendre des lecteurs de cassettes, et bien vous voyez que vous êtes déjà à la ramasse, quoi. Pareil pour les CD. Vous voulez créer une société qui vend de la musique, et ben en CD, vous savez que c'est bientôt fini et qu'il faut donc plutôt vous pencher vers Internet, etc. Certains besoins disparaissent et apparaissent en fonction des progrès technologiques, donc c'est à prendre en compte. C'est pareil pour les matières premières. Si votre but c'est de vendre du charbon de bois, on aurait pu croire il y a quelques années que vous étiez mal barré, mais de nouveau peut-être que c'est un secteur qui sera porteur parce qu'on n'aura plus d'énergie à faible coût. Écologique. Écologique, attention, écologique ça ne veut pas dire développer un business qui va respecter l'écologie ou pas en fonction des désirs écologiques ou non de la population ou des États. Ça, ce serait plutôt arrangé dans le côté sociologique et politique. Écologique, ça sera plutôt par rapport à votre environnement écologique en fait. C'est-à-dire si votre but c'est de vendre de la graisse de baleine, la baleine étant en voie d'extinction, vous en aurez bientôt plus, donc votre business est voué à l'échec parce qu'il y aura bientôt plus de baleines à ce moment-là. Alors heureusement, nous pouvons espérer qu'il n'y aura pas bientôt plus de baleines et qu'on va réussir à les protéger. Il ne s'agit qu'un exemple, mais c'est pour vous dire, dans un business, vous êtes impacté par l'écologie, il n'y a rien à faire. Si par exemple vous étiez vendeur d'huîtres ou de moules, et que là vous avez un pétrolier qui fait naufrage, il peut dégueulasser tous vos huîtres et vos moules et vous êtes ruiné, quoi. Donc tout ça, c'est des choses à prendre en considération. Et enfin, l'aspect légal, qui se mélange un peu aux sociologie, à la politique. Si l'État ou des groupes ou des crépuscules ou même des gens isolés dans un jeu d'influence font passer certaines lois qui vous exigent d'avoir des permis spéciaux pour réaliser certains types d'activités, vous ne pouvez pas vous lancer dans ce type d'activité, donc vous devez être attentif à ça. Comme exemple simple, moi j'ai ma mère qui est chef d'entreprise, qui travaille dans la radioprotection. Tous les ans, l'État met des nouvelles exigences pour pouvoir faire ce métier, des nouvelles formations à payer, et donc il va le faire en fonction de ses amis qui sont plus gros, etc. Donc vous êtes toujours obligé de surveiller la loi pour savoir si on va vous autoriser encore à exercer l'année suivante. On peut voir aussi comme dans ce cadre le secteur médical, par exemple pour produire un nouveau type de médicament. Imaginez vous avez découvert un nouveau type de médicament, vous voulez le vendre, monter un business à partir de ça. Si la législation qui vous permet de valider ce médicament a de nouvelles exigences que vous ne pouvez pas remplir pour des raisons financières ou pratiques, votre business s'arrête. C'est la même chose. Ensuite, vous avez ce type de matrice qui est assez connue, dont je ne me souviens plus du nom d'ailleurs. Donc celle-ci, elle vous permet d'évaluer la concurrence, la compétitivité dans le secteur où vous voulez vous engager. Donc c'est la concurrence intrasectorielle. Dans le cadre de la concurrence intrasectorielle, donc il faut prendre en considération le pouvoir de négociation des clients. Est-ce que vos clients, ça va être des gens désespérés avec un marché quasi nul et où vous serez le seul à pouvoir leur fournir des solutions, ou est-ce qu'au contraire, il y a 15 000 mecs qui veulent leur proposer des choses, et vous êtes seulement une personne parmi ces personnes, ou est-ce qu'il n'existe qu'un seul client? Ça aussi, ça peut être fatal. Les produits de substitution. Si votre client ne veut pas utiliser votre produit, est-ce qu'il a la possibilité d'utiliser un autre type de produit? Par exemple, si vous vendez des tronçonneuses électriques, et que le client ne veut pas acheter vos tronçonneuses électriques, il pourrait très bien acheter une tronçonneuse thermique à la place. Le pouvoir de négociation des fournisseurs. Vous allez avoir besoin de fournisseurs qui vont fournir des pièces. Est-ce que, par exemple, imaginons vous voulez fabriquer un appareil de radiographie dentaire,
il vous faut une lentille spéciale ou une plaque spéciale en argent pour les ondes, etc. Je dis n'importe quoi. Est-ce qu'il n'y a qu'un seul fournisseur dans le monde qui fournit ces plaques? Est-ce que lui seul peut décider de son prix et vous n'avez pas le moyen de négocier? Ou est-ce qu'au contraire, il y a des milliers de fournisseurs qui fournissent cette plaque et du coup, vous pourrez toujours aller au plus offrant? Et enfin, la menace des nouveaux entrants. Vous allez trouver un nouveau business, la vente de pain au lait sur la place du marché. D'accord, vous avez peut-être gagné de l'argent au début, mais qu'est-ce qui vous dit qu'il ne va pas y avoir 15 autres personnes qui, voyant que vous gagnez de l'argent, vont monter exactement le même business de vente de pain au lait sur la place, en face de vous et en baissant les prix? À ce moment-là, vous êtes niqué. Donc, il faut prendre ça en considération. À quel point est-ce que c'est facile de monter votre business? Alors, si c'est facile, bah, c'est facile pour vous, tant mieux, mais du coup, c'est aussi facile pour les autres qui pourront vous surplanter plus tard. Alors que si c'est quelque chose de très long, très difficile, vous allez vous investir dedans. Mais, et si vous avez bien le seul moyen d'y arriver, s'il n'y a pas d'autre moyen plus facile, eh ben, il y a peu de chances que vous soyez détrôné par la suite. Donc ça, c'est la concurrence intra-sectorielle. Ensuite vient ce qu'on appelle la matrice SWOT. Alors, le SWOT Canvas. Je zoome. Donc là, il s'agit purement et simplement de vous organiser, de vous préparer suite à l'analyse de la société, de ses évolutions et de la compétitivité pour savoir quelles sont les compétences, les systèmes que vous allez mettre en œuvre pour gérer au mieux la situation. Donc en fait c'est une matrice très simple. Vous avez vos forces et vos faiblesses. Donc ça c'est vous en interne. Et en externe, cela va être moteur d'opportunité ou de menace. Par exemple, force, vous êtes le seul à disposer d'un certain minéral, vous avez des compétences particulières en informatique, etc. Opportunité, vous allez pouvoir vendre ce minéral, vous allez pouvoir, informatique, opportunité, vous allez pouvoir débugger vos propres systèmes ou créer de nouveaux logiciels que vous allez vendre ou vendre juste le matériau, etc. Inversement, faiblesse, vous ne bénéficiez pas de local facilement parce que vous êtes à Paris et que le loyer est hors de prix. Vous n'avez pas de réseau pour vous protéger sur le plan légal. Menace, vous retrouvez dans une situation où vous ne pouvez plus stocker votre matériel être victime d'une espèce de pugilat par des gens plus influents qui feront que vous n'aurez pas accès à la protection juridique. Donc, à partir de cette analyse de vos forces, de vos faiblesses et des opportunités et menaces qui peuvent en résulter, vous pouvez dresser un plan d'action prioritaire. Donc, comme au niveau du local ça pêche, trouver des moyens de stockage les plus efficaces possibles. Par rapport aux opportunités, toujours surveiller le marché, l'évolution du cours du matériau qu'on est le seul à posséder, etc., etc. Monter un réseau et tout. C'est votre organisation personnelle. Ensuite, une fois que vous avez fait tout ça, vous pouvez commencer à définir vos objectifs. Donc vous avez un gros objectif, et vous allez le découper en plusieurs petits objectifs qui chacun vont être découpés en d'autres plus petits objectifs, etc. Chaque fois que plus vous êtes en haut, plus les objectifs sont gros, et plus vous êtes en bas, plus vous avez des tâches simples. Ça va de pair avec le fait que, au-delà d'être généraux et fondamentaux, donc le cœur de votre objectif, de ce que vous voulez faire, eh bien, ces objectifs doivent être d'autant plus robustes qu'ils sont gros. C'est-à-dire que changer ses plans à ce niveau-là, c'est pas trop grave. Changer ses plans à ce niveau-là ou à ce niveau-là, c'est beaucoup plus grave. Donc vos objectifs des étages supérieurs doivent toujours être beaucoup plus robustes et beaucoup plus sûrs que vos objectifs des étages inférieurs. Maintenant, je vous propose d'observer comment est-ce qu'on peut analyser la concurrence, parce que la concurrence, c'est aussi très important. Donc on peut observer dans la rue, simplement, où sont les boulangeries, etc. Accéder à l'annuaire, on en avait déjà parlé, création d'entreprise. On peut acheter chez les concurrents et tester leurs produits pour voir ce qui marche pas, pour proposer quelque chose de mieux. On peut interroger leurs clients pour connaître leur opinion. On peut aller voir leur site internet, rechercher leur activité sur internet, aller à des salons en se faisant passer pour un client, afin de tout savoir sur eux, lire les actualités et les projets de start-up. Le concurrent, c'est quelqu'un qui fait la même chose, qui répond aux mêmes besoins et qui risque de devenir un concurrent. Donc on donne
il nous permet d'avoir des informations stratégiques et il nous permet d'identifier les bonnes pratiques. Par exemple, un concurrent pour qui les affaires marchent bien, c'est un concurrent qu'il faut imiter. Et à l'inverse, un concurrent qui s'est planté, il vaut mieux éviter de faire la même chose que lui. Donc par rapport à ce que je vous disais sur l'environnement, il y a moyen de tirer parti de son environnement, de s'organiser de façon à ce qu'il nous soit profitable sur la durée. Pour ça, il faut obtenir un avantage décisif, durable et défendable. Décisif qui va vraiment faire la différence par rapport à vos concurrents. Durable, c'est pas un petit coup d'éclat qui va vous permettre de gagner 1000 ventes cette année, mais l'année prochaine ça ne marchera plus. C'est quelque chose qui sera là tout le temps pour vous épauler. Et défendable, si un concurrent essaie de faire la même chose que vous pourrez l'en empêcher, ou alors il ne pourra tout simplement pas le faire parce que c'est trop compliqué. Donc il faut un avantage concurrentiel. On dégage une meilleure marge que la concurrence, c'est-à-dire que vous gagnez plus d'argent que vos concurrents, ce qui vous pérennise par rapport à eux, et eux ils sont dans la difficulté et ils vont disparaître. Pour ce faire, on peut créer, déplacer le marché par une innovation. Si par exemple vous voulez insérer sur un marché, le marché des téléphones portables, il y a peu de chances que vous y arrivez parce qu'il y a déjà plein de concurrents. Donc vous allez inventer un nouveau type de téléphone, le iPhone, ou encore un truc nouveau. Et ça va vous permettre de vous glisser sur le marché. Je crois que c'est la méthode Océan Bleu, ça s'appelle. Donc il faut faire, pour ça, il faut faire durer votre innovation ensuite. Il faut qu'elle soit difficile à imiter, donc elle demande des ressources importantes, des compétences importantes, qu'elle soit peu attractive, etc. C'est ce qu'a fait Apple. Il faut déposer des brevets, des marques, influencer, comme ça les autres sont toujours en train d'essayer de vous suivre, mais en fait vous êtes toujours en avance, et utiliser l'effet du réseau. Ou sinon, vous entrez frontalement, boum, en concurrence. Là, vous faites une matrice où vous étalez, selon chaque critère, tous vos concurrents pour les comparer les uns aux autres, et vous essayez de voir là où ils sont mauvais, là où ils sont bons, et où est-ce que vous pourriez vous glisser dans cette matrice. Exclure critères acceptés par concurrent, renforcer critères au-dessus de la normale, atténuer critères en dessous de la normale, créer un nouveau critère négligé par les concurrents. Donc ça, c'est les 4 façons de vous glisser dans cette matrice-là, mais aussi ici. Discutons maintenant de comment vous pouvez trouver un besoin, un système, quelque chose autour de quoi vous allez développer votre business. Déjà, il faut voir qu'il y a 2 types de besoins, les besoins des personnes et les besoins des entreprises. Si vous voulez que votre activité marche, elle doit répondre à un besoin. Donc, les besoins des personnes, on reprend la très connue pyramide de Maslow. On a la nourriture, le vêtement, le chauffage, les besoins physiologiques. Une fois qu'une personne a répondu à ses besoins physiologiques, elle va chercher la sécurité, donc le logement, la retraite, les mutuelles, les assurances, tout ça. Ensuite, elle va avoir besoin d'appartenance, d'affection. Donc là, elle va vouloir des vêtements qui montrent qu'elle appartient à un certain groupe. Elle va vouloir adhérer à des clubs, aller sur les réseaux sociaux, etc. Puis elle va être en recherche d'estime, de reconnaissance, donc en faisant des blogs ou alors en travaillant bénévolement pour une grande cause ou des choses comme ça, ou plein d'autres façons aussi. Et puis enfin, si elle a tout ça, elle va vouloir s'accomplir, progresser par la formation, les arts, les débats, etc. Plus vous montez la pyramide, plus vous allez vers des clients riches. C'est-à-dire que si vous faites une activité qui répond à un besoin physiologique, par exemple vous produisez des patates, les gens qui vont acheter vos patates sont généralement des gens pauvres. Par contre, si vous vendez quelque chose d'artistique, par exemple, là, vous allez avoir des gens plus riches qui vont venir s'intéresser à vos œuvres. Mais, ça c'est les besoins des personnes, mais il ne faut pas négliger aussi l'existence de besoins d'entreprises. Il y a aussi un énorme marché qu'on appelle le B2B, business to business, le marché d'entreprise. Donc, les entreprises ont des besoins, et vous pouvez aussi intervenir à ce niveau-là. Donc, les besoins d'entreprise, les entreprises ont besoin d'entreprendre. Donc, vous pouvez accompagner les entreprises pour entreprendre de nouvelles activités. Vous pouvez être quelqu'un qui travaille pour mettre en place des nouvelles chaînes de production. Vous pouvez être un conseiller marketing ou quelqu'un qui fait des statistiques ou des enquêtes. Vous pouvez être une banque qui prête de l'argent, etc. Les entreprises ont besoin de respecter des normes.
Donc vous pouvez faire de la certification, des audits, des choses comme ça. Avoir les bonnes compétences, donc là vous allez toucher à tout ce qui est les sociétés de prestations, les sociétés d'intérim, les cabinets de conseil en recrutement, les chasseurs de tête, etc. Les formateurs aussi, bien sûr. Se simplifier la vie, gagner du temps, faire des économies. Donc ça c'est quelque chose, c'est assez récent. Avant, les entreprises avaient tendance à tout produire elles-mêmes, puis ça a changé, il y a eu une grande mode pour l'externalisation, c'est-à-dire que tout ce qui est activité un peu risquée, technique, avancée ou les choses comme ça, ils ont voulu le déléguer à d'autres sociétés pour que eux ils prennent le risque à leur place. Ce qui leur permet de dire, bah, je vais payer ma pièce 110 euros au lieu de 100 euros, c'est plus cher, mais elle sera bonne à chaque fois. Que si je la produis moi-même pour 100 euros dans mon local, si ma machine tombe en panne, eh ben voilà, je l'ai dans l'os. Alors que si c'est le sous-traitant me paiera des indemnités et je ne perdrai pas d'argent. Développer son business, donc les agences de marketing, etc., les gens qui font la pub, financer son projet, bah, la banque, ce que je disais tout à l'heure, et puis céder, vendre l'entreprise, donc là pareil, des agents pour céder ou vendre les entreprises. Alors, si vous voulez vous insérer sur le marché, vous pouvez, pour atteindre votre produit, trouver une nouvelle façon de satisfaire un besoin ou régler un problème ou qui donne de l'espoir ou du plaisir. Votre produit, pour satisfaire la personne, peut répondre à l'une de ces trois conditions. Par exemple, nouvelle façon de satisfaire, tout le monde allumait sa cigarette avec des allumettes, vous proposez le briquet. Un besoin, régler un problème, vous avez une entreprise qui produit tant de déchets nucléaires par an, vous proposez de traiter ces déchets nucléaires. Avoir de l'espoir ou du plaisir, vous avez 30% d'obésité en France, vous proposez un régime qui marche à tous les coups, donc vous donnez de l'espoir. Ou pour le plaisir, vous ouvrez un restaurant par exemple ou une crêperie. Par contre, pour les entreprises, on va être sur des choses plus pragmatiques. Optimisation, simplification d'une solution déjà existante. C'est vrai que les entreprises sont moins friands que les gens de nouveautés. C'est-à-dire si vous allez voir une entreprise, vous leur dites ceci est une révolution, regardez mon nouveau système, etc. Ils vont se méfier parce qu'ils ne vous connaissent pas, parce que c'est des procédures, ils vont devoir adapter toute leur organisation à la nouvelle façon de faire, etc. Donc il est important pour eux que vous leur proposez plutôt une optimisation, une simplification d'un de leurs procédés. Un service fiable sur lequel ils peuvent compter et qui leur semble plus fiable, plus facile à mettre en œuvre dans le cadre de leur organisation. Donc là, vous voyez que on a avancée technologique, changement de contexte, évolution du statut social, changement de normes, groupe, mode. Ce sont tous les facteurs un peu qui vont être des moteurs d'opportunité pour votre produit. Par exemple, s'il y a une avancée technologique, on peut utiliser cette nouvelle technologie pour développer des nouveaux produits. Ou alors nous-mêmes on peut être un moteur d'avancée technologique. Les gens peuvent aussi vouloir changer de statut sociaux. Donc on peut par exemple leur vendre, je sais pas, un costume cravate pour qu'ils se sentent valorisés. Si le contexte d'une entreprise change, pareil, elle aura besoin peut-être de nouveaux produits. Donc par exemple une nouvelle loi anti-pollution qui apparaît, tac, vous vendez des filtres contre la pollution pour leur machine. Changement de normes, de groupe, de mode. Donc là c'est pareil, c'est la même chose, c'est sur les normes. Là tout à coup c'est devenu la panacée, il faut faire absolument des salons de formation, des colloques, etc. Tac, vous vendez des chaises, des tables, des jolis panneaux design pour les entreprises pour qu'elles fassent leurs colloques. Donc le produit, il faut qu'il corresponde au client, il faut qu'il soit bon, il faut qu'il soit mis en œuvre correctement. Et le marché, bah, lui, il correspond aux usages, aux habitudes, aux souhaits des cibles, et il doit adapter, il faut que notre client, pour acquérir notre produit, eh ben, ça lui coûte pas cher en fait. Il faut que ça lui demande pas énormément de changer ses habitudes, etc. Il faut bien sûr prendre en compte la concurrence et la différenciation. Une innovation peut être une nouvelle manière de faire. Voilà, une innovation, c'est pas forcément quelque chose que vous inventez.
comme un objet, ça peut aussi être une nouvelle façon de travailler, une nouvelle technique. Donc juste en parenthèse, pour les entreprises, quand je vous parlais d'optimisation, de simplification, on peut dire qu'une entreprise va avoir tendance à délocaliser une tâche, et donc vous, potentiellement, vous pouvez devenir un sous-traitant de cette entreprise, si cette tâche demande trop de temps, réclame trop d'efforts, détourne l'attention des priorités, implique de la confusion, ou nécessite une expérience coûteuse et intimidante, un équipement difficile à se procurer. En gros, par exemple, une entreprise qui vend des voitures a décidé, pour rester en accord avec la concurrence, rester dans l'air du temps, de vendre des voitures autonomes. Si son métier c'est la mécanique, elle ne va pas, elle, développer des intelligences artificielles, des choses comme ça. D'ailleurs, on entend souvent dans le discours des entreprises ce type de discours. Nous, notre métier, par exemple, c'est de fabriquer des trains. C'est pas de faire de l'électronique. Donc, on va délocaliser à l'électronique. Là, c'est pareil. Ils vont prendre plutôt une équipe genre Google ou autre qui va leur faire leur algorithme de pilotage de voiture et eux, ils vont continuer à fabriquer leur voiture et ils vont sous-traiter. Donc, dans tous ces cas de tâches, c'est des opportunités pour vous pour proposer vos services et les entreprises seront contentes de prendre ces services de façon à économiser le temps, les efforts, à ne pas avoir à détourner son attention des priorités, ne pas se perdre, et surtout s'ils ont peur parce que ça leur semble trop technique. C'est bien joli tout ça, mais voyons en pratique quelles sont les différentes façons de créer ce qu'on appelle de la valeur pour faire de l'argent avec. Parce qu'il en existe une multitude et ça peut être intéressant de toutes les connaître parce que ça vous fait plus de possibilités de choix pour vous introduire dans le marché. Donc la première possibilité, c'est le produit. Le produit, c'est quelque chose de tangible et capable de séduire, un produit à bas coût, à qualité acceptable, le plus possible, le plus cher possible, et il faut avoir assez de stock pour acheminer les commandes. C'est aussi simple que ça. Le service, vous pouvez rendre un service. Le service, c'est avoir des employés qui possèdent les compétences que les clients veulent, sans pouvoir ou vouloir les mettre en œuvre eux-mêmes. Il faut que la qualité soit optimale et il faut attirer et fidéliser les clients. Ensuite, vous avez la ressource partagée. La ressource partagée, c'est créer un bien auquel les clients veulent avoir accès. Servir un maximum de clients sans nuire à leur expérience individuelle. Fixer un tarif suffisant pour entretenir le bien et l'améliorer. Donc par exemple, vous achetez une grue et vous la louez. L'abonnement. L'abonnement, distribuer une valeur significative périodiquement. Développer une base d'abonnés et en trouver des nouveaux. Facturer périodiquement pour remplacer les réalisatrices. Fidéliser les abonnés le plus longtemps possible. Ensuite, 5. La revente. Donc la revente, acheter un produit à un prix aussi bas que possible, le conserver en bon état et le vendre le plus vite possible et le plus haut possible. 6. La location. Acquérir un bien que d'autres veulent utiliser, le prêter à des gens qui acceptent les conditions, se protéger contre les mauvaises surprises. Donc en fait, la ressource partagée, c'était pas la même chose que la location. 7. La représentation commerciale. La représentation commerciale. Trouver un vendeur qui a quelque chose de valable à vendre. Établir le contact avec les acheteurs et créer des relations de confiance. Négocier les conditions de vente. Prendre sa commission. 8. La publicité. Identifier un groupe d'individus au même centre d'intérêt. Attirer leur attention constamment et durablement. Trouver des gens pour acheter l'attention de ce public. Donc ça, c'est ce que fait Facebook, par exemple. Faire la pub sans s'aliéner le public. 9. Le crédit. Donc le crédit, l'emprunt, avoir de l'argent à prêter, trouver des emprunteurs, fixer un taux d'intérêt intéressant, prévoir le non-remboursement. 10. Le titre ou l'option. L'option, identifier quelque chose que les gens peuvent vouloir faire dans le futur. Ouvrir le droit de faire cette chose dans un délai. Choisir le bon prix, respecter le délai. 11. L'assurance. L'assurance, signer un contrat, évaluer les risques, percevoir l'abonnement, indemniser les sinistres. Et 12.
Le capital. Le capital, avoir des ressources disponibles, trouver une entreprise prometteuse, estimer sa valeur actuelle et future, négocier des parts. Voilà. Notez, mais je ne vais pas tous vous les dire, sur le côté du poster, vous avez un immense tableau ici qui vous donne tous les types de business model les plus classiques et les marques qui les utilisent avec une description. Si vous voulez quelque chose de vraiment très complet, en plus de cette partie-là qu'on a déjà vue. Toujours dans le but d'estimer la qualité, le potentiel du marché, donc on a ce petit schéma, on a des critères et il faut voir quelle est la valeur de ces critères, s'ils sont importants ou pas. Donc est-ce que c'est un marché d'urgence? Est-ce que c'est un marché de grande taille? Quel est le prix maximum? Quel est le coût d'acquisition pour le client? Coût d'acquisition, c'est-à-dire si vous vendez au client un stylo, c'est pas la même chose que si vous lui vendez une machine qui va lui demander de faire des travaux dans toute sa maison. Quel est le coût de création? Combien ça va vous coûter de développer le produit? Est-ce qu'il est original ou pas? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut tester rapidement? Est-ce que ça demande un investissement initial important? Est-ce que ça va nous permettre de vendre des produits additionnels par la suite? Et combien de temps est-ce que le produit a de chances de durer? Et si vous avez un produit dont on a besoin d'urgence, avec un marché très important, dont le prix est maximal, qui demande pas un fort coût d'acquisition pour le client, qui se crée facilement, qui est très original, rapide, avec un investissement initial faible, avec plein de produits additionnels et qui va durer longtemps, c'est un super potentiel marché, lancez-vous. Par contre, à l'inverse, si vous avez un truc dont tout le monde se fout, qui n'est pas urgent, que personne ne veut acheter, dont le prix maximum est dérisoire, et qui demanderait au client de changer toute son installation, qui vous demanderait d'un développement très important, des années de travail, qui n'est pas original, qui n'est pas rapide à mettre en œuvre, qui vous demanderait beaucoup de pognon, où vous l'avez vendu puis après le client n'a plus rien besoin, et où potentiellement ça peut être remplacé très vite, c'est que c'est un marché complètement merdique, il ne faut surtout pas se lancer. Discutons maintenant du relationnel. Donc on a défini nos objectifs, nos forces, nos faiblesses, nos choses à faire, on a vu l'environnement. Comment est-ce qu'on doit traiter les différentes personnes avec qui on va interagir pour développer notre projet pendant notre recherche d'informations, parce qu'on ne va pas tout faire tout seul, on ne va pas travailler seul. C'est l'erreur d'ailleurs que font beaucoup d'entrepreneurs, c'est de se dire qu'ils vont tout faire eux-mêmes tout seuls, comme ça leur coûtera pas d'argent au début parce qu'ils n'ont pas d'argent. Et ça c'est quelque chose qui marche pas tellement. On est dans une société où en fait un entrepreneur c'est quelqu'un qui fédère, qui met en relation des gens compétents ou des gens qui ont des besoins, plus que quelqu'un qui réalise tout seul pour s'imposer dans un système tout seul, quoi. Donc il faut bien savoir traiter les gens autour de soi. Donc on va parler de confiance, d'équité, d'énergie et d'appartenance. Donc ça vient de businessbuilder.cci. Donc la confiance, il faut faire confiance aux gens. On est obligé de trouver des personnes de confiance avec qui travailler. Si on a confiance en personne, on ne peut rien faire. Il faut inspirer la confiance aussi aux gens. Donc en leur donnant des éléments de réassurance, en leur donnant des raisons de nous faire confiance, en créant par exemple des arrangements dans lesquels on dit vous me payez seulement si ça marchait, si ça a marché. Donc c'est le cas de pas mal de pubs où on va dire aux gens par exemple vous avez la possibilité de retourner l'article s'il n'est pas bon, etc. Il faut être fiable. Si vous donnez rendez-vous à quelqu'un, vous venez à l'heure. Si vous demande quelque chose dans le cadre d'un projet, vous le livrez à temps. Vous tenez vos engagements, c'est très important. C'est aussi donner des signes de fiabilité quand vous la rencontrez. Vous allez être là à l'heure. Surtout la ponctualité, quoi, c'est le minimum. Être accord avec son image. Si vous prétendez des choses, des valeurs que vous avez par rapport aux autres, vous devez tenir ces valeurs. Vous ne devez pas vendre quelque chose et après ne pas le faire. Et puis enfin, reconnaître ses erreurs, évidemment. Si vous avez fait une erreur, malgré toutes les précautions que vous deviez prendre pour garder votre crédibilité, il est essentiel que vous reconnaissiez ces erreurs. Si vous mettez une couche de mensonge par-dessus, en plus une erreur et un échec, vous passez 2 fois pour un connard au lieu d'une fois.
L'énergie ensuite. Il faut être une source d'optimisme et d'énergie pour son entourage. Bah, si vous avez une équipe, par exemple, que vous managez et que tous les soirs vous rentrez en mode oh, on en chie, courage, accrochez-vous les mecs, bon, ils sont un peu déprimés quoi. Que si vous arrivez, oui, on est sur une putain d'affaire, tout marche, on n'a plus que quelques temps encore à gérer, et vous allez voir que les bénéfices vont arriver. Il faut être une source d'optimisme, il faut encourager les gens autour de vous, de façon à ce qu'ils aient le moral et donc le courage de faire leur travail, etc., qu'ils aient envie de vous suivre. Après, il y a l'équité. Donc il faut savoir identifier les relations au point mort. Donc là, en fait, ça va plutôt être la gestion des conflits, en fait, tout ce qui tourne à l'équité. Donc identifier les relations au point mort. Il y a des gens que vous pouvez avoir énervés ou agacés pour des raisons qui vous échappent. Soit parce qu'en fait vous ne comprenez pas leur système de valeurs, soit parce que vous les avez tout simplement négligés, parce que vous avez plein de choses à penser, puisque vous êtes entrepreneur. Et donc il faut être sensible, il faut savoir repérer dans le regard de vos collaborateurs euh, d'éventuelles tensions qui pourraient vous masquer. Donc il faut dialoguer et lever ces ambiguïtés. Donc s'il y a quelque chose qui ne va pas, bah, vous allez le demander. Est-ce que quelque chose ne va pas? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez envie de me dire? Comme on voit, bah, je sais pas, Dumbledore dans Harry Potter, où il y a plein de managers qui font ça d'ailleurs. C'est quelque chose qu'il faut faire, quoi, qui c'est important. Parce que, comme disait Machiavel, un problème qui est repéré rapidement au début peut être facile à résoudre. Par contre, si on le laisse s'envenimer, il sera beaucoup plus dur à résoudre après. Si la personne se fait tout un cinéma, que la haine monte petit à petit, vous la récupérerez jamais. S'il y a un simple quiproquo et que vous le résolvez rapidement, vous allez peut-être passer un sale quart d'heure, mais au moins les choses ne prendront pas plus d'ampleur que ça. Veillez au donnant-donnant. Il faut que les gens se rendent compte que quand ils font des efforts pour vous, vous allez faire des efforts pour eux. Il faut qu'ils reçoivent la reconnaissance dont ils ont besoin par rapport à leur dévotion. C'est très important et ne croyez pas que ce soit une perte de temps. Il vaut mieux être entouré d'une personne qui va vous prendre plus de temps parce que vous allez devoir lui rendre sa reconnaissance, vous allez devoir lui rendre des services en remerciement au service qu'il peut vous avoir rendu aussi quand vous êtes en phase de développement. Et c'est pas du tout une perte de temps ou d'argent parce que les gens qui vont être dévoués pour vous, vous devez être dévoués pour eux. Sinon, à la fin, vous aurez autour de vous que des gens qui ne sont pas dévoués pour vous et à ce moment-là, qui ne vous apporteront rien. Donner avant de chercher à recevoir. Dans une nouvelle relation où des gens ils vont devoir échanger des choses, donc pour que ça leur profite mutuellement, celui qui donne en premier, c'est celui qui prend les risques. Donc évidemment, si vous donnez en premier, vous faites en sorte que la personne en face de vous a moins de risques. Donc pour créer des nouvelles relations, pour avoir de la valeur dans un cadre de rencontre, c'est mieux d'être le premier à donner. Ça permet de dissiper pas mal de craintes et donc de faire que les choses aillent plus vite. L'appartenance, bon alors partager ses valeurs, partager ses expériences, partager ses passions. Si vous voulez former un groupe cohérent autour de vous, avec une identité commune, il ne faut pas hésiter à partager vos valeurs, vos expériences, à parler avec les gens. Ça, c'est pas un point qui est très faible de notre temps. Tout le monde sait à peu près gérer ça. On va parler de comment faire un pitch, parce que quand vous allez vouloir vendre votre projet pour réunir votre équipe ou pour lever des fonds, vous allez devoir concevoir un pitch. Un pitch, c'est un petit discours pour présenter votre projet. Il y a une façon de le faire qui fait que vous serez plus percutant. Alors vous devez expliquer dans votre pitch pourquoi et comment l'idée vous est venue. Alors ça, c'est ce qui donne la raison d'être un peu de votre projet, et aussi ça fait un peu de storytelling. On va revenir après sur le storytelling à côté. Qu'est-ce que vous proposez comme service ou quel produit vous allez réaliser? Évidemment, ça c'est la base. Pour qui? Avec quel concurrent? Et qu'est-ce qu'il faut pour aller plus loin? Donc là, c'est vraiment le pitch banquier. Pourquoi vous avez eu cette idée? Quelle est cette idée? Pour qui? Avec quel concurrent? Et qu'est-ce qu'il vous faut pour continuer? Ça, c'est le contenu, mais il vaut mieux démarrer par une accroche simple qui explique de quoi on parle. Quoi et pour qui, vision, sens que l'on donne au projet, concurrence et démarcation, c'est toujours la même chose. Donc, ce que doit contenir votre pitch. Maintenant, je vais vous expliquer comment faire pour que votre pitch soit percutant. Pour que quand vous le parliez, ça soit grisant, ça donne envie aux gens, etc. Alors, il y a une recette magique qui marche tout le temps, qui est ici, sur le côté. Donc, vous devez partir d'un fait réel, une statistique. Genre, par exemple... je sais pas, saviez-vous que
En Asie, 70% de la viande arrive à varier de l'élevage jusqu'aux villes, et que pourtant beaucoup de gens n'ont pas à manger. Voilà. Alors, savez-vous que voilà la vie avérée. Deuxième étape, présenter le problème, ses conséquences. Ainsi, il y a de la famine, il y a des gens qui meurent de faim, etc. Vous plantez bien le cadre. Tu- Vous présentez votre solution. Oui, moi j'ai développé un frigo super pas cher qu'on pourrait installer dans ces wagons, qui ferait que la viande arriverait bonne et que tout le monde pourrait manger à sa faim. Et puis on finit par une petite conclusion, une moralité. Vous voyez, des fois il suffit de pas grand-chose pour faire un grand bien autour de soi, etc. Alors mon exemple n'est pas très grisant, des gens plus compétents pourraient vous en faire des meilleurs, mais en gros, c'est la recette magique, et d'ailleurs vous allez voir quand vous regardez des pubs, c'est toujours la même recette magique qui est utilisée pour donner un air grandiose aux entreprises qui les font. À qui vous pouvez faire, à qui vous allez parler de votre projet, avec qui vous pouvez discuter de tout ça. Bah, vous pouvez sortir dans la rue, en discuter sur des réseaux sociaux, des blogs, faire de la pub, aller dans des forums, des associations, des trucs d'entreprise. On peut discuter avec des gens que vous connaissez, aller dans des salons, ou après vous avez des sites spécialisés, tout ce qui est crowdfunding, start-up, etc. Donc vous avez moyen de discuter de votre projet. Pourquoi est-ce qu'il faut discuter de votre projet, même avec des gens comme dans Sortir dans la rue, qui ne seront pas forcément des acteurs déterminants dans le cadre de votre projet. Il faut le faire parce que tous ces gens, tous ces systèmes, ces gens que vous allez attirer autour de vous, avec qui vous allez communiquer autour de votre projet, peuvent vous confronter à vos défauts et aux failles de votre projet. Et ça, c'est très important de le faire parce que pour un entrepreneur, son idée, son projet est toujours parfait et il a toujours raison. Et donc c'est très important de confronter ses idées aux autres pour, pas dans le but de se décourager ou d'arrêter, mais dans le but d'améliorer constamment, de peaufiner, de polir les angles, tous les défauts qu'il peut y avoir dans ce projet. Je vous propose de revenir en plus de détails sur la partie travail avec les autres. Donc, pour zoomer, donc là c'est les notes du personnel MBA, travail avec les autres. Là j'ai mis le pouvoir, la contrainte, l'influence, portée plus grande mais mauvaise sur le long terme. Donc si pour diriger les gens vous utilisez la contrainte, vous allez pouvoir leur faire plus de choses, mais à long terme, ça va moins bien marcher que si vous utilisez l'influence, qui fonctionne bien sur le long terme, mais qui a une portée limitée. Si vous prenez une arme, vous la mettez sur la tempe d'une personne et vous lui dites à genoux, il va se mettre à genoux. Mais dès que vous tournerez le dos, il vous poignardera. Si vous convainquez quelqu'un de vous aider à monter un meuble d'un étage, euh, il vous aidera, vous pouvez pas lui dire à genoux, mais voilà, a priori, ça se passera mieux. C'est celui qui a un plan qui a la main. Donc ça c'est autre chose. Si vous savez ce qu'il faut faire, si vous avez un plan, c'est souvent vous qui allez diriger. Et inversement, si vous n'avez pas de plan, vous ne savez pas ce qu'il faut faire, mais que vos collaborateurs le savent, c'est eux qui vont vous diriger. Donc il faut aller dans la direction où on veut aller et ne pas laisser quelqu'un d'autre décider. Donc la conséquence de ça, c'est que si vous voulez rester maître de votre entreprise, eh ben, il faut avoir un plan et il faut vous y tenir et ne pas vous laisser détourner par quelqu'un. Il faut étendre son influence, améliorer sa réputation. Les gens reconnaissent ses capacités et nous respectent. Donc pour améliorer sa réputation, il faut montrer qu'on a des capacités et être digne de respect. Avoir des points communs avec les gens aussi. Plus il y a de gens qui nous apprécient, mieux c'est. Faire en sorte que les gens voient un intérêt à faire ce qu'on veut. Donc tout ça, c'est l'influence. Faire appel à des spécialistes de ses points faibles et se focaliser sur ses points forts. Ça, c'est encore par rapport à ce que je vous disais, on fait rarement les choses seul. Donc, pour que ça marche, vous avez des points faibles. L'idéal, c'est de trouver des experts et de faire appel à eux plutôt que d'utiliser vos maigres compétences dans ces domaines. Travailler en petite équipe de 3 à 8 personnes pour éviter d'être paralysé par les coûts de communication. Si vous avez une petite équipe, vous communiquez rapidement, c'est tout le principe de la méthode agile. Par contre, si vous commencez à monter des très grosses structures, vous allez avoir une communication qui est de plus en plus coûteuse. Charmer les gens en leur prêtant attention et en leur faisant sentir qu'ils sont importants. Encore un conseil, reconnaissance, politesse, respect.
Donnez une justification avec une requête pour qu'elle passe mieux. Si vous allez voir votre employé, vous ne lui dites pas donne-moi stylo, vous dites donne-moi stylo, j'ai besoin de faire ça. Il n'a pas l'impression que vous lui donnez un ordre, il a l'impression de participer à un projet collectif. Sécuriser son interlocuteur. Exprimer des faits, pas des conclusions. À raconter son histoire, solliciter le point de vue d'autrui, demander leur avis aux autres, ça leur donne moins le sentiment que vous les dirigez. Éviter les jugements et les ultimatums. Faire des suggestions, demander des informations, essayer d'être productif. Donc voilà, il ne faut pas être agressif avec son interlocuteur, il faut lui demander son avis, il faut lui raconter une histoire, il faut lui parler de faits, pas de conclusions. Tout ça, c'est des choses qui vont augmenter votre crédibilité, par exemple, pour une levée de fonds. Les instructions. Pour les instructions, elles s'accompagnent d'explications du pourquoi ce travail doit être fait. Sont assignées clairement à une seule personne à la fois, sont accompagnées d'un délai. Donc quand vous donnez une instruction, vous dites c'est pour quand, c'est pourquoi, et qu'est-ce que c'est, et ça concerne qui. Sinon il peut y avoir des confusions entre les gens, ou ils peuvent laisser traîner, ou des choses comme ça. La planification pour comprendre les dépendances et criticités, et non pour avoir un plan qui est toujours faux. Alors, en fait là ce que ça veut dire, c'est que au lieu de faire un planning du style les 2 premiers jours on fera ça, les 3 suivants on fera ça, après on fera ça, etc. Vous allez faire votre Gantt, mais dans le but d'extraire les chemins critiques. On ne peut pas faire ça tant qu'on n'a pas fait ça. Si on ajoute le temps de ça, ça, ça et ça, c'est ce qui va durer le plus longtemps. Donc c'est vraiment sur cette ligne-là où il faut qu'on fasse gaffe au délai. Et par contre, ce qui est à côté, si on le fait plus tard, c'est pas grave, etc. Donc une planification plutôt souple, plutôt pour voir les interdépendances entre les différentes tâches. Les gens se réunissent en clans et s'affrontent les uns les autres. Donc ça c'est encore une structure classique. Donc là on voit plusieurs individus qui se réunissent en un clan 1, un clan 2, et après on a une divergence pour se distinguer. Ils vont essayer de se distinguer les uns les autres. Ça ressemble beaucoup aux partis politiques, des choses qu'on voit très souvent en ce moment. Les signaux sociaux. Les gens seront plus attirés par des choses qui les renvoient à une image positive d'eux-mêmes dans leur clan. Donc, si vous êtes dans un clan et que vous leur proposez quelque chose, il faut leur proposer d'une façon qui les valorise, et non d'une façon qui ne les valorise pas. Vous n'allez pas dire à votre employé qui se trompe régulièrement à la machine, tête de bite, tu travailles comme un con. Vous allez lui dire, dans le cadre de notre amélioration permanente qui nous a permis d'être si forts jusqu'à maintenant, je te suggère de manipuler la machine plutôt avec cette nouvelle procédure. Ça passera beaucoup mieux. La convergence. Les individus soumis à des pressions sociales voient leur attitude changer pour rentrer dans la norme du clan. Ça c'est déjà un peu plus sale. En fait l'idée c'est que si vous avez formé un groupe cohérent, vous pouvez imposer des normes. Si vous faites en sorte que la majorité des gens arrivent à 8 h le matin et que vous en faites quelque chose de classique, les autres ils auront peur de leur regard et ils vont venir aussi à 8 h. Un individu qui ne respecte pas une norme s'expose à une réaction du clan. Voilà. Donc même si vous l'appréciez, quand il arrive toujours à 9 h, à un moment ou à un autre, il est possible qu'il soit victime d'un pugilat. La preuve sociale. Si quelqu'un fait quelque chose et que les autres pensent que c'est dans la norme, ils vont la faire aussi. Alors ça c'est encore autre chose, si vous êtes une référence et que vous faites quelque chose, tout le monde va vous singer. Mais c'est aussi la même chose dans l'autre cas. Si quelqu'un vient dans votre société et qu'il est populaire, qui travaille pour vous et qu'il a décidé de plus rien branler, il y a de grandes chances pour que les autres autour commencent à ne plus rien branler eux aussi. Si on apparaît comme une figure d'autorité, les gens nous écoutent sans réfléchir et nous disent ce que l'on veut entendre. Ouais, ça c'est vrai, c'est moche aussi. Si vous avez un titre, grand président machin ou directeur de machin, quand vous parlez aux gens, bah, ils vous écoutent, ils font ce que vous leur dites sans réfléchir et ils vous flatteront pour pas avoir de problème. Pousser l'autre à des petits engagements successifs ou à un besoin de réciprocité. Ça ressemble à une technique de pied dans la porte. C'est-à-dire, vous allez demander des choses, mais avec une difficulté croissante à vos employés. Mais si maintenant on regarde ça plus dans le détail, de façon plus méthodique, qu'est-ce qui se passe avec
le client. On a un certain nombre d'outils qui ont été réalisés pour essayer de comprendre ce qui se passe dans la tête du client et comment est-ce qu'on peut répondre à ses besoins. Et notamment ce document qui s'appelle une carte d'empathie, The Empathy Map, que vous remplissez pour voir en gros, voilà. Donc perspective client, là vous mettez votre cible, le type de client à qui vous pensez, qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il ressent, qu'est-ce qu'il entend, qu'est-ce qu'il voit, qu'est-ce qu'il dit et qu'il fait, quels sont ses problèmes et quels sont ses besoins. Et donc en fait c'est pour répondre à ses besoins ou à ses problèmes que vous allez lui proposer un produit en fonction de ce qu'il voit, de ce qu'il entend, de ce qu'il pense et qu'il ressent, et de ce qu'il dit et ce qu'il fait. En gros, on va avoir 3 axes. Il va vouloir se faire plaisir, posséder des choses, se valoriser socialement, se distinguer, ou il peut vouloir une satisfaction immédiate. Acheter un churros par exemple. Sinon, dans la deuxième famille, il peut vouloir faire plaisir à quelqu'un d'autre, créer un cadeau de ses mains, donner aux autres, organiser une fête ou une sortie. Et puis dans ces objectifs les plus nobles, vous allez avoir des choses du style exprimer ce que nous sommes, expliquer ce que nous voulons devenir, exprimer la façon dont on veut être vu, faire partie d'eux, être comme. Donc voilà, on a des trucs plus ou moins nobles. Des achats, il peut en faire des achats routiniers, donc il achète toujours les mêmes choses sans regarder, style il prend toujours ses pattes, etc. Des achats totalement émotionnels et rapides, donc le coup de cœur. Là vous pouvez susciter le coup de cœur, et des achats très longs et réfléchis. Par exemple, donc c'est une matrice, je pourrais dire, se faire plaisir, des saucisses, voilà. Donc il peut acheter des saucisses au supermarché, toujours les mêmes, de la même marque, parce qu'il les cuisine tous les mercredis. Il peut voir une saucisse grillée dans une vitrine, craquer et s'acheter sa saucisse et la manger en sortant du magasin. Achat totalement émotionnel et rapide. Ou alors, il peut se dire, bon, je vais créer une cantine, quelle est la saucisse qui a le meilleur rapport qualité-prix pour mon business? Achat réfléchi. Tout ça, ça répond à des besoins. Le besoin qu'il a d'être rassuré, le besoin qu'on le reconnaisse, le besoin de changer aussi, de s'améliorer, le besoin de bien-être, de confort, le besoin de faire des économies, on peut chercher un produit moins cher aussi pour économiser du fric, ou passer un bon moment, échanger, etc. Et après, il y a certaines choses qui le contraignent à acheter. Le manque de confiance en son jugement, la culpabilité. Alors non, pardon. Après, il y a des choses qui vont faire qu'il ne va pas vouloir acheter, qui vont le faire résister. Notamment le manque de confiance en son jugement. Il n'est pas sûr que cette caravane est super, il n'est pas prêt à mettre ses 10 000 euros. Il culpabilise vis-à-vis de sa famille parce que c'est quand même dépenser beaucoup d'argent. Il a peur, il est inquiet, il n'a pas confiance en nous alors qu'on essaie de lui vendre le produit. Il a des valeurs personnelles et un sens moral qui le font refuser. Par exemple, vous vendez des armes, il refuse d'acheter des armes parce que c'est contre ses valeurs. Après, des choses qui peuvent influencer son choix, si vous avez une bonne réputation, que vous êtes une marque, si le prix est bas, si l'objet est joli, si c'est nouveau, il y a des gens qui achètent des trucs juste parce que c'est nouveau, ils trouvent ça cool, si c'est simple à utiliser et si c'est quelque chose de très technique, de très solide, de très fiable, quelque chose voilà, qui va susciter l'admiration sur le plan technique. Alors, on va parler un peu du client. Il faut bien distinguer différents types de clients. Nous avons l'acheteur, le prescripteur, l'utilisateur. L'acheteur, c'est celui qui va vous acheter le produit, c'est celui qui vous donne l'argent, c'est celui qui le prend. Le prescripteur, c'est éventuellement celui qui l'a demandé, qui l'a conseillé, qui a dit qu'il fallait utiliser ça. Et l'utilisateur, c'est celui qui va l'utiliser. Par exemple, une machine-outil, fraiseuse à commande numérique, c'est le service des achats qui va vous l'acheter, sur recommandation du service technique, et c'est un opérateur qui va l'utiliser ou un compagnon. Et techniquement, le prescripteur peut être un con qui va demander un truc à l'acheteur, mais l'acheteur il va vouloir mettre moins de pognon, et à la fin, le compagnon ou l'opérateur il se retrouve avec une machine merdique et il râle parce qu'il n'y a rien qui est pratique. Vous avez différentes jauges, façons de voir ces personnes, ils vont avoir des tendances différentes. Par exemple,
Un client, il peut être plus ou moins hédoniste, donc il a envie de se faire plaisir, plus ou moins rationnel, il va, euh, il va vouloir acheter un truc intelligent ou éthique, il va vouloir acheter un truc du commerce équitable. Il peut être plus ou moins sur la sympathie, la sécurité, l'orgueil, rechercher la nouveauté, le confort ou l'argent. Et puis il y a aussi ses façons d'acheter, soit il achète sur internet, soit sur magazine, etc. Après, il y a le prix psychologique dont on avait discuté. Donc le produit peut être trop cher ou trop bas. C'est-à-dire que même si vous vendez un produit pas cher, le client peut refuser de l'acheter parce qu'il se dit que le produit n'est pas assez cher pour être de bonne qualité. Donc il faut bien toucher le prix psychologique. Il ne faut pas essayer de faire plus bas en espérant que ça vendra plus. Prix psychologique en fonction du contexte. Regardez ce que les gens ont l'habitude de payer, leur demandez directement combien ils sont prêts à payer, combien payerez-vous, ce prix est-il trop cher, à ce prix est-ce de la qualité. Regardez les prix de la concurrence, les prix ronds servent à brader, sinon il vaut mieux éviter. Si vous mettez un prix rond, d'ailleurs c'est ce qu'on dit en dessous, il vaut mieux vendre 799,99 € plutôt que 800. Parce que si vous mettez un prix rond, la personne a l'impression d'être volée, sauf si c'est une grosse promo. Euh, le prix va dépendre aussi du pouvoir d'achat du client, évidemment, et dépend de ce qu'il va en faire. Par exemple, votre client, il fabrique une voiture qui vaut des millions d'euros. Si vous lui vendez une vis 50 euros, peut-être qu'il va l'acheter. Par contre, s'il fabrique un placard qui vaut 30 euros et que vous lui vendez une vis 1000 euros, il ne l'achètera pas. Donc là, vous avez des sites pour vous aider à trouver des données statistiques pour faire votre étude. Il faut définir clairement sa cible, ses objectifs, le mode d'interview, les infos nécessaires, sortir interviewer au moins 25 personnes, puis analyser. Donc ça, c'est les méthodes d'enquête. Et le marché, ça sera le nombre de sites cibles fois l'occurrence de leur consommation fois le prix psychologique pour savoir combien de choses vous pouvez... enfin combien d'argent vous pouvez gagner. Certains marchés sont très bas et d'autres sont plus hauts. Parlons maintenant un peu du marketing. Donc, comment vous allez cibler vos clients, les attirer vers vous, ne serait-ce qu'au début pour vous faire connaître et voir si votre idée fonctionne. Donc, le marketing, il faut attirer l'attention. Il faut que votre produit soit créé rien que pour eux. Il faut qu'on parle d'efforts spéciaux, remarquables, original, éloigné de l'éloigner de ce qu'il est en train de faire, curiosité, surprise, inquiétude. Offrir quelque chose de gratuit. Il faut que ce soit rentable à la fin. Donc, le premier objectif, c'est d'attirer son attention en faisant tout ça. C'est-à-dire, par exemple, au lieu de, dans la rue, de poser un stand et d'attendre, vous allez voir une personne et vous allez lui donner une carte ou un prospectus sur lequel est écrit son nom, en lui disant que vous l'avez fait spécialement pour lui. Ça va attirer beaucoup plus son attention que si vous lui donnez le truc standard que vous avez donné à des milliers de mecs. Vous allez le surprendre, vous allez susciter la surprise, son inquiétude. Savez-vous que bientôt il n'y aura plus de baleines, achetez mon abonnement pour protéger les baleines, etc. Vous lui offrez quelque chose de gratuit, un premier rendez-vous gratuit ou quelque chose comme ça, et après il payera. Ce qui lui rend le début plus facile, on en avait déjà discuté. Après, il faut gérer sa réceptivité. Une fois qu'on a captivé son attention, il faut gérer sa réceptivité. Quoi, quand, faire une promo et demander la permission d'envoyer. Donc, en fait, vous lui parlez de ce que vous voulez vendre, pourquoi. Vous lui demandez quand est-ce qu'il est disponible, ce qui l'intéresserait, et lui demandez s'il il serait d'accord pour qu'on en rediscute éventuellement une fois ultérieure, etc. Donc, la finalité, ce que le client cherche vraiment en achetant le produit. Meilleure vie, être aventureux, etc. Pour qu'il soit intéressé, pour qu'il soit réceptif, il faut que la finalité de votre produit réponde à ses désirs profonds. C'est-à-dire si quelqu'un il vous dit je veux une voiture, en fait ce qu'il veut c'est pas vraiment une voiture. Ce qu'il veut c'est un moyen de locomotion qui lui donne la liberté. Donc votre produit il doit avoir conscience de ça. Vous ne devez pas lui donner une voiture qu'il ne pourra pas utiliser, etc. Et les points d'entrée, donc certains événements spéciaux rendent les gens plus réceptifs à certaines choses.
Si on détecte ces événements et qu'on se fait connaître, en premier, on devient la référence. Voilà. Donc si par exemple quelqu'un il va à un salon sur l'écologie et qu'il vous rencontre vous en premier, c'est vous qui servira de référence pour lui. Chaque fois qu'il rencontrera une autre personne dans le salon, eh ben, elle la comparera à vous. Ensuite, il faut susciter le désir. Donc on explique au client en quoi le produit va lui apporter ce qu'il veut pour créer le désir. On leur fait visualiser avec des images tout ce que ça peut leur apporter dans leur vie. On leur fait ressentir le bénéfice du produit. Souligner les bons côtés et rendre moins visibles les mauvais sans les dissimuler. Ça c'est clair aussi. Une accroche courte allant davantage au principal. Raconter une histoire du type héros, donc ça c'est ce qu'on avait vu avant. Un mec normal, il est appelé à l'aventure, il arrive dans un nouveau monde plein d'incertitudes, jalonné d'épreuves, et il a une expérience remarquable, il découvre un mystère. Et à la fin, il gagne la bataille finale et revient à sa vie, partage sa sagesse et gagne le respect des autres, etc. Donc vous mettez votre produit dans cette histoire. Une fois que vous avez fait tout ça, vous devez faire un truc qui s'appelle l'appel à l'action. Ça ne suffit pas de l'avoir bien conditionné, il faut l'encourager à agir derrière. Donc vous pouvez dire au client d'acheter, tout simplement. Achetez dès maintenant notre fascicule, etc. Ce qu'il doit faire de manière simple et basique. Il faut que ce soit le plus facile possible pour lui d'acheter. Si quand, une fois que vous l'avez convaincu, que vous lui avez raconté des histoires, que vous l'avez plu, que vous étiez au bon moment, etc., et ben vous lui dites, bon bah voilà, maintenant pour vous inscrire, remplissez ce formulaire de 50 pages, bah c'est pas bon. Et puis enfin, bah, il est important d'avoir une bonne réputation en offrant la satisfaction au client, de façon à ce qu'il n'aille pas dire à tous les autres que vous êtes un connard et que votre produit est merdique. Il est possible de modulariser votre offre de façon en fait, vous allez offrir plus de possibilités à votre client, vous allez davantage être souple pour vous adapter à lui. Et notamment, vous pouvez faire de la modularité, donc proposer différents types de valeurs différents et les assembler sous différentes formes pour plaire au client. C'est-à-dire qu'au lieu de vendre un jacuzzi avec une pompe, un souffleur d'air, vous allez vendre un jacuzzi et à côté des pompes, des souffleurs d'air, et le client va pouvoir assembler un peu son jacuzzi comme il a envie. Vous pouvez faire un produit qui donne la sensation d'avoir un meilleur statut social en client. Le groupage. On offre plein d'options sur un produit de base. C'est plus cher. Donc en gros, au lieu de vendre plusieurs pièces différentes, il assemble son jacuzzi. Vous vendez un jacuzzi et vous dites vous pouvez rajouter ça, mais si vous payez encore 100 de plus, vous pourrez rajouter ça, etc. Le dégroupage, on n'offre qu'une petite partie d'un produit. Donc là, c'est-à-dire qu'au lieu de vendre le jacuzzi, vous vendez des pompes. Et c'est tout. Vous devez estimer les possibilités et ce qu'elles impliquent, puis décider. Donc vous avez la valeur économique. D'un côté, vous avez l'efficacité, le statut social, l'attrait esthétique et l'émotion, qui vont fidéliser votre client. Et de l'autre côté, vous avez la flexibilité, la rapidité, la fiabilité, la facilité d'utilisation, qui vont accommoder votre client. En fonction du type de client que l'on a, comme on l'a vu précédemment, s'il est plutôt attiré vers l'esthétisme, si ses besoins c'est plutôt le statut social, se rassurer, etc., on va plutôt essayer de le fidéliser. Si on est plutôt face à un client rationnel, on va plutôt chercher à l'accommoder. Et puis entre tout ça, vous avez le coût et vous devez évidemment faire en sorte que le coût soit le plus bas possible pour vous. Une fois que vous avez fait tout ça, vous attendez peut-être à avoir un grand succès et à réussir, mais en réalité ça ne marche pas comme ça. Si par exemple vous êtes dans la technique, vous développez un produit, vous faites tous les calculs, vous le fabriquez, il marche, vous êtes content. Bon là c'est vraiment le cas idéal, hein, dans la réalité ça se passe pas comme ça. Mais dans le business, dans ces secteurs-là qui sont plus stratégiques, les informations sont plus incertaines, et donc on n'atteint jamais sa cible du premier coup, quoi. Il faut toujours se réadapter, tourner, etc. C'est pour ça qu'en fait on parle d'un cycle par rapport à tous les autres trucs que je vous ai montrés. Donc par exemple, qui vont être les premiers clients, on fait des entretiens avec eux, on fait leur
proposition de valeur. Après, on réalise une maquette, on fait des tests pour voir si ça marche. On arrive à un produit minimal viable, on mesure les résultats, et puis on recommence. Et c'est ça qui va nous permettre de créer notre canvas de façon propre. Challenger le business model par des épicentres, la méthode Scampé, la stratégie océan bleu, test AB, etc. Test AB, par exemple, vous créez deux produits, un produit A et un produit B, vous regardez lequel marche le mieux. Et puis vous avez un certain nombre d'autres techniques. Là, pour faire cette map, vous faites des études de statistiques, des enquêtes. On revient à ce qu'on avait vu tout à l'heure avec le client, le marketing, mesure des résultats, etc. On a vu les différents types de business model. Maintenant, je vous propose de les formaliser dans un canvas. Donc ça s'appelle un canvas, c'est à remplir. Ah, je l'ai perdu. Voilà, il est là. Donc ici, vous mettez les problèmes. Quels sont les principaux problèmes que vous souhaitez résoudre? Vous mettez ici les alternatives qui existent, qui sont éventuellement vos concurrents. Vous mettez ici les solutions que vous apportez pour répondre aux problèmes. Là, vous mettez des indicateurs de performance. Proposition de valeur unique. En quoi votre offre répond-elle aux besoins? Donc qu'est-ce qu'on a d'unique? Là, ça nous permet de rédiger notre pitch ici dont on avait parlé, vos avantages compétitifs par rapport aux autres, les canaux de communication et de distribution qu'on veut toucher et les segments de clientèle vers lesquels on se lance, voire les utilisateurs pionniers. Qu'est-ce que ça va vous coûter? Quels vont être vos revenus? Remarquez, ici on en a un autre, mais là ça part de partenaires clés, activité principale, ressources clés, proposition de valeur, relations clients, canaux de distribution, segment de clients. Et donc source de revenus et structure de coûts. Rédiger un bon canvas avant de démarrer une entreprise, c'est indispensable. Et d'ailleurs souvent, ce qui se passe, c'est que les entrepreneurs rédigent leur canvas et vont voir d'autres gens pour leur présenter leur canvas. C'est une structure qui est très classique et que vous pouvez télécharger dans beaucoup d'endroits différents. Vous avez dans le même ordre d'idées la proposition de valeur canvas. Donc là, ça peut être donc le produit et service que vous allez proposer, quels sont les gains qui vont apporter à votre client, quels sont les problèmes qu'ils vont résoudre ou les problèmes qui peuvent apparaître. Donc là, il faut les problèmes qui vont résoudre, excusez-moi. Donc là, il faut connaître le client, quels sont ses problèmes, ses difficultés, ses maux, et quelles sont les choses qu'il peut avoir envie de gagner. Et après, là, vous avez aussi les travaux, donc qu'est-ce que fait votre client, quelles sont ses contraintes, etc. Il nous manque plus que la réalisation du produit minimal, et ça, nous allons en parler maintenant. Donc, en fait, pour réaliser tout ce produit minimal, il va falloir faire un certain nombre de choses. Déjà, définissons. Nous avons le prototype. C'est ce qui permet, il ne faut pas cacher ses idées dans le cadre du prototype, il faut les montrer sous la forme de prototype dès le début pour avoir des feedbacks. C'est ce que je vous disais, donc vous avez toujours l'impression que votre produit est parfait, mais il vaut mieux faire un prototype, allez vous confronter aux gens, de façon à pouvoir améliorer votre prototype pendant les critiques avant de vous lancer pour payer moins cher vos défauts. Le développement il doit être itératif, donc toujours vous faites un cycle, et plus le cycle est rapide, plus vous allez progresser vite en économisant un maximum d'argent à chaque étape. Plus le cycle est très long, il vous faut 3 ans pour améliorer un truc et recommencer, plus ça va être lent et ça va vous coûter du pognon. L'hypothèse déterminante. Certaines hypothèses sont déterminantes et doivent être vérifiées au mieux. Donc quand vous faites votre prototype, vous devez vérifier que ce que vous pensez fonctionne effectivement comme vous le pensiez. Sur certains cas c'est pas trop grave, mais sur d'autres, si vous vous êtes trompé, c'est mort. Donc pour ça il faut vendre aux clients autant que le produit existe pour être sûr qu'on aura des clients avant de le lancer. Offre minimale viable, améliorer petit à petit. Tester ses produits soi-même et les déboguer avant de les vendre pour avoir une image de qualité qui fidélise les clients. Bon. Maintenant je vais vous parler de la délivration de la valeur. Donc délivrer la valeur, c'est quelque chose qui est plus complexe qu'il n'y paraît. C'est-à-dire il ne suffit pas de produire l'objet et quelqu'un va venir l'acheter.
C'est-à-dire, on part de la matière première, on produit, mais après il faut stocker, après il faut livrer, après le client l'utilise, ça peut éventuellement revenir, etc. C'est toute une chaîne de valeur, ce qu'on appelle la chaîne de valeur. Il faut la voir dans son ensemble pour optimiser en observant les étapes inutiles et les autres problèmes. Donc vous pouvez gagner beaucoup d'argent en optimisant votre chaîne de valeur. Ne pas promettre ce que l'on ne peut pas faire. L'effet d'attente, plus la qualité égale performance attente. Il est bon de rajouter un bon truc en plus surprise sur le produit. Alors je zoome, pardon. Voilà, rajouter un bon truc surprise sur le produit. Distribution directe, efficacité et contrôlée. Distribution par intermédiaire, supermarché, plus gros potentiel de vente, mais à surveiller. Donc ouais, soit vous vendez directement et vous êtes efficace et vous contrôlez, mais si vous vendez à une distribution pour qu'ils le vendent à vos clients, bah, vous pourrez en vendre plus, mais du coup vous contrôlerez moins comment il sera vendu. Car ils peuvent tenir la réputation de l'entreprise s'ils font mal le travail. Voilà, typiquement, vous fabriquez des vases en verre, vous les confiez à Amazon. Amazon les envoie, ils arrivent pétés, ils mettent une vieille note à vos produits et vous êtes niqué alors que vous avez bien fait vos vases. La prévisibilité, l'uniformité. On propose un produit standard, une norme qui ne change pas. Donc la prévisibilité, ça c'est quelque chose, en fait, par exemple c'est McDonald's. Vous avez le choix entre aller dans un restaurant nouveau qui est sorti au coin de la rue, où vous savez que c'est jamais la même chose, qu'on mange jamais la même chose, qu'on paye jamais la même chose, vous allez vous méfier, vous n'allez pas rentrer. Vous voyez un McDo, vous savez qu'un Big Mac c'est 6 euros, vous rentrez, vous mangez votre Big Mac, ça attire les gens, ça leur plaît. La constance, tant qu'un produit est vendu, il reste identique. Pas de mauvaise surprise pour le consommateur. C'est pareil, c'est un truc, ça fait penser à McDonald's, c'est-à-dire que vous aurez toujours le même hamburger. Ça vous paraît logique, mais il y a plein d'endroits encore où on peut aller, pas des fois des pâtisseries, où un jour vous allez y aller, vous allez acheter un pain au chocolat, il sera délicieux. Vous revenez une semaine plus tard, vous achetez un pain au chocolat, il est dégueulasse. Ça, c'est embêtant. La fiabilité, on livre dans les temps et sans erreur. Donc voilà, si vous faites quelque chose d'uniforme, de constant et de fiable, ça rassure les gens et ils viendront plus souvent chez vous. Après, vous avez des grandeurs, combien vous gagnez d'argent par seconde, combien il faut de secondes pour un produit, combien vous avez de gens contents par seconde, etc. Donc il faut mesurer ces grandeurs, les optimiser, voir ce que vous pouvez améliorer pour les augmenter, etc. La duplication, faire en sorte de pouvoir réutiliser son travail le plus possible pour le vendre plusieurs fois. Par exemple, vous avez la Twingo. Quand on a conçu la Twingo, on l'a conçue en 2 ans. Ça peut être aussi rapide parce qu'on a réutilisé le moteur de la Mégane. Donc en fait, si vous réutilisez tout le temps des pièces que vous avez fait sur des projets précédents, ou quand vous concevez vos projets, vous faites en sorte de faire des modules pour les réutiliser dans les projets suivants, vous allez économiser beaucoup d'argent et vous serez plus rapide. Des petites améliorations successives, accumulation de gains, résultat final impressionnant. Vous partez d'un produit lambda, ce stylo, puis vous décidez de rajouter une LED, puis encore une LED, puis des élastiques, et à la fin vous avez un super stylo auquel personne n'aurait pu penser. Donc en faisant des petits pas, vous pouvez arriver très très loin. Quelque chose qui fait pair avec la duplication dont je parlais tout à l'heure, la scalabilité. Vous avez fabriqué un stylo une fois, il faut que vous puissiez le fabriquer des milliers de fois. Donc il faut le concevoir d'une certaine façon. Si par exemple il est en bois sculpté à la main, vous n'allez pas pouvoir en faire des milliers. Si c'est un tube en plastique, eh ben, vous savez que vous allez pouvoir faire ça en production grande série. La multiplicité, possibilité de franchir et de reproduire le même modèle de fonctionnement plusieurs fois. L'amplification, une petite amélioration peut avoir de grandes conséquences à certains endroits, surtout si elle intervient sur un processus répété un grand nombre de fois. C'est un truc tout con, mais imaginons qu'à chaque fois qu'un client, imaginons qu'un employé, à chaque fois qu'il arrive, ils doivent faire son pointage, et que pour faire son pointage, il doit aller trouver sa carte, la mettre dans la machine, l'amener à son superviseur, signer la feuille. À ce moment-là, ça risque d'être très long. Si à l'inverse, il a un badge, il le passe, c'est noté automatiquement, et ben ça va faire 10 minutes d'économiser pour cet employé par jour et par employé. Donc tout de suite, vous débloquez des millions si vous êtes dans une grosse usine. Et donc du coup, c'est une amélioration qui est à préférer par rapport à une autre amélioration qui consisterait à changer le robot 42 avec le tapis roulant pour qu'il soit 5% plus rapide. À décharger les cartons quand ils arrivent par paquet de 1000. Vous voyez un peu l'idée.
Euh, Améliorer constamment le produit pour que les concurrents courent derrière, ça c'est logique, c'est pour la durabilité. Multiplicateur de force, outils, machines, système de distribution, prendre la meilleure qualité possible pour être le plus puissant possible et éviter les problèmes. C'est pour ça que souvent les produits industriels sont hyper chers, c'est parce qu'en fait le client est prêt à acheter quelque chose plus cher pour avoir quelque chose mieux que son concurrent et qui lui créera le moins de problèmes possible. La systématisation, formaliser ces processus de travail sous la forme de systèmes, schémas ou textes afin de pouvoir les voir et les améliorer facilement, de les automatiser ou de faire de bons systèmes pour avoir le plus de temps libre. Donc en gros, ce schéma-là, vous allez toujours, chaque fois que vous modifiez quelque chose, le mettre à jour de façon à pouvoir retravailler dessus, savoir ce que vous faites, éventuellement automatiser, etc. Et c'est seulement ainsi que vous aurez une production optimale et que vous pourrez gagner plus d'argent. Faisons un petit tour des différentes stratégies d'entreprise, en fait, qui ressemblent un peu à des business models. Donc la stratégie commerciale, la stratégie de distribution, la stratégie prix, la stratégie com et la stratégie produit. La stratégie commerciale, il s'agit de définir un objectif SMART, donc qui soit quantifiable dans le temps, tout ça, d'évaluer la faisabilité des objectifs et des chiffres. On utilise des indicateurs de suivi et on ajuste. On s'appuie sur toutes les informations qu'on trouve et on cherche quelle est la méthode la plus efficace pour conquérir des clients. Voilà. En gros, on a des chiffres, on a des objectifs, on teste des trucs et on ajuste. On a deux types de stratégies à ce moment-là, la stratégie push et la stratégie pull. La stratégie push, on va voir les clients frontalement et on leur demande. La stratégie pull, on les attire sur les réseaux sociaux pour qu'ils viennent eux-mêmes nous demander notre produit. On peut faire de la prospection par téléphone, email, du porte-à-porte ou des salons. On fait de la communication, on fait du réseautage, de la prescription, des partenariats. On offre des échantillons, on fait des démonstrations. On achète des fichiers entreprises au CCI pour avoir des listes. Donc là, vous pouvez avoir aussi des listes directement de vos clients si vous prenez comme client des entreprises. On peut créer aussi des boutiques éphémères. Et si on fait du crowdfunding, même sans être un petit, on peut pousser des gens à l'achat de cette façon. Il faut avoir une base de données avec un historique des achats et autres. On est vraiment dans un objectif où on est centré sur le client, sur son comportement, sur aller le chercher ou l'attirer, etc. La stratégie de distribution. Donc on a un produit ou un service qui doit aller vers un client et on considère que cela va avoir un impact sur notre relation avec le client. Donc on a plusieurs types de distribution. La distribution intensive, donc là on est sur de la grande série, on produit énormément de quantités qu'on envoie à beaucoup de clients, mais du coup on va avoir moins de contrôle sur la relation avec le client, puisqu'on gérera moins l'impact, puisqu'on va souvent déléguer la logistique. Sélective, donc là on a très peu de clients, mais ça nous permet d'avoir plus de contrôle sur l'impact, parce qu'on peut les gérer un par un. Exclusive, donc la petite série, et franchise. Donc là, on vend carrément notre modèle d'entreprise. On peut vendre en porte-à-porte, vendre en ligne ou vendre en magasin. Après, on a un circuit qui peut être plutôt court ou plutôt long. Alors si on a un circuit court, on gagne plus d'argent et on a plus d'informations sur le client. Mais au fur et à mesure qu'on allonge le circuit, donc la distance entre l'usine et le client, on est obligé de faire plus de stock, plus de gestion. La stratégie de distribution dépend des habitudes des clients. Si vous vendez des spaghettis, vous n'allez pas les vendre sur le marché de Noël. Si vous vendez des bijoux, vous n'allez pas les vendre dans le rayon spaghettis. L'emplacement est capital. Coût, installation, contraintes, ressources, proximité de clientèle, leur déplacement. Ça c'est très important. Par exemple, vous ouvrez une boutique, vous avez trouvé ce local qui est vraiment pas cher. Ça ne veut pas dire qu'il faut le prendre, vous allez vous planter. Il vaut mieux mettre un peu plus d'euros sur la table pour avoir un meilleur emplacement, parce que ça va avoir un très grand impact sur votre capacité à vendre. Après, on a la stratégie prix. Donc on cherche le prix psychologique du client. Donc il faut savoir vraiment dans sa tête combien le produit est censé valoir pour lui proposer un prix qui va l'attirer. On peut utiliser la cohérence avec la concurrence. Donc là, l'idée c'est de voir combien les concurrents vendent le produit pour aligner son prix. Et puis évidemment il y a permettre les bénéfices. Vous ne devez pas vendre votre produit à perte, sinon vous allez perdre de l'argent. La tarification, elle doit être claire et simple.
Il ne faut pas que le client il patauge pendant des heures, etc. pour savoir combien il va payer. La stratégie communication, il faut savoir quels sont les objectifs de la communication, c'est pour qui, le message que l'on veut faire passer, quel canal on va utiliser. Il faut trouver quels sont les messages clés, les choses qui vont avoir un impact sur le client, et utiliser un format adapté. Par exemple, vous voulez attirer des personnes vieilles et riches pour faire de la gestion de patrimoine, vous n'allez pas leur vendre un format YouTube avec un YouTuber surexcité qui parle super vite. Après, vous avez la stratégie produit. Donc, vous avez votre produit, votre service et vous avez les besoins du marché. Vous essayez de vous corréler aux besoins du marché par les caractéristiques, par les services associés, par un design et un packaging adopté. Design et packaging, c'est-à-dire il faut que votre produit il soit joli, il plaise, il soit pas trop gros, pas trop petit par rapport aux besoins et qu'il soit bien emballé pour que le client le reçoive dans de bonnes conditions. Vous pouvez utiliser des marques, des noms, des slogans, des logos, de façon à avoir une notoriété et à donner de la confiance, un sentiment de confiance sur le marché. Vous pouvez vous soumettre à des normes et à des labels pour valider votre produit, donc vous dites votre produit est ISO, machin, etc. Ce qui induit la confiance. Faire des enveloppes solo. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Problématique, donc les problématiques que vous pouvez avoir, c'est que si votre produit est périssable, par exemple, si vous produisez des clémentines, elles peuvent moisir au bout d'un certain temps, donc vous devez les vendre assez vite. Fragile pour le transport, vous ne pouvez pas l'envoyer par Colissimo. Dangereux, si vous vendez de l'uranium, vous allez devoir respecter un certain nombre de règles. Polluant, c'est la même chose. Saisonnier, si vous faites un produit que en certaines saisons, il va falloir tout focaliser pour le vendre dans cette saison. Et très à la mode. Donc là c'est pareil, c'est trucs saisonniers aussi. Et vous allez devoir surveiller les tendances pour rester dans la tendance. Voilà, c'est tout pour ce poster. J'espère qu'il vous aura permis d'avoir une vue d'ensemble sur la création d'entreprise, même si c'est plutôt profond. Je vous rappelle que vous pouvez télécharger le poster en lien dans la description, et je vous souhaite bonne chance pour vos projets futurs.